2. Le socialisme démocratique. Pour le mental rationnel, la première conséquence naturelle était de passer de l'individualisme démocratique au socialisme démocratique. Mais du fait de sa naissance accidentelle dans une révolte contre le capitalisme, dans un soulèvement contre la domination du bourgeois parvenu et du plutocrate, le socialisme a dû affronter des conditions désavantageuses et s'édifier par une lutte des classes. Pis encore, partant d'un système social qui était déjà industrialisé, il a été contraint de revêtir lui-même, au début, une apparence purement industrielle et économique. Ce sont là des accidents qui défigurent sa vraie nature. Car la vraie nature du socialisme, sa justification réelle, est de représenter une tentative de la raison humaine pour mener à sa perfection l'organisation rationnelle de la société. C'est sa volonté de se débarrasser de cette grande excroissance parasitaire qu'est la concurrence effrénée, ce formidable obstacle à tout idéal ou toute pratique décente dans l'existence humaine. Le socialisme se propose de remplacer ce système de bataille économique organisée par une paix et un ordre organisé. Ce but ne peut pas être atteint non plus, semble-t-il, sur la base de la liberté individuelle, car cet essai a fait faillite dans la pratique. Par conséquent, le socialisme doit abandonner la base démocratique de la liberté individuelle, même s'il fait profession de la respecter ou de s'acheminer vers une liberté plus rationnelle. Tout d'abord, il déplace l'accent fondamental sur d'autres idées et d'autres avantages de l'idéal démocratique, puis, en déplaçant l'accent, il introduit un changement radical dans le principe de base de la société rationnelle. L'égalité, non seulement politique, mais une égalité sociale parfaite, sera la base. Tous doivent avoir des chances égales, mais tous doivent aussi avoir un statut égal, car sans cette égalité de statut, il n'y aurait pas de chances égales. Même si elles étaient établies, elles ne pourraient pas durer. Pour justifier son idée, le principe socialiste doit pratiquement nier l'existence de l'individu, voire même son droit d'exister, sauf en tant que membre de la société et pour le bien de celle-ci. L'individu appartient entièrement à la société, non seulement ses possessions, mais lui-même, son travail, ses capacités, les profits qu'il tire de l'éducation qu'elle lui offre, sa pensée, ses connaissances, sa vie individuelle et familiale, et la vie de ses enfants. De plus, puisque l'on ne peut se fier à la raison de l'individu pour trouver spontanément un ajustement correct et rationnel avec la vie d'autrui, c'est à la raison de la communauté dans son ensemble qu'il incombe de s'en charger. Ce n'est pas l'intelligence ni la volonté rationnelle des individus qui doivent gouverner, mais l'intelligence et la volonté rationnelle collective. C'est cela qui déterminera non seulement les principes et tous les détails de l'ordre économique et politique, mais la vie tout entière de la communauté et celle de l'individu en tant que cellule ouvrière, pensante et sensible de cette communauté. C'est cela qui déterminera le développement de ses capacités, de ses actes, l'utilisation des connaissances qu'il a acquises et toute l'organisation de son être vital, éthique et intellectuel. Car c'est ainsi seulement que la raison collective et la volonté intelligente de l'espèce pourront vaincre l'égoïsme de la vie individualiste et introduire un principe de société parfait et un ordre social rationnel dans un monde harmonieux. Il est vrai que cet inévitable caractère du socialisme est contesté ou minimisé par des socialistes plus démocrates, car la pensée socialiste garde encore l'empreinte de ces vieilles idées démocratiques et elle se berce d'espoir qui l'entraîne souvent à d'étranges illogismes. On nous assure que le socialisme
saura combiner un certain genre de liberté individuelle, une liberté limitée, mais d'autant plus vraie et plus rationnelle, avec les rigueurs de l'idée collectiviste. Or, c'est évidemment et nécessairement vers ces rigueurs que les choses s'orienteront si cette idée doit prévaloir, à condition qu'elle ne vacille ni ne s'arrête court au milieu de sa course. Car si elle s'avère ainsi dépourvue de logique et de courage, il se peut fort bien que tôt ou tard, elle soit détruite par les éléments étrangers qu'elle tolère en son sein et qu'elle périsse sans avoir sondé ses propres possibilités. À moins d'être guidée par une sagesse rationnelle, dont le mental humain au gouvernement n'a pas encore fait preuve, il se peut qu'elle disparaisse, après avoir même surpassé en incompétence encombrante la société individualiste fondée sur la concurrence. Mais même dans ce qu'elle a de meilleur, l'idée collectiviste contient un certain nombre de sophismes incompatibles avec les faits réels de la vie et de la nature humaine. Rappelons que ceci fut écrit au lendemain de la révolution bolchevique, alors que le socialisme était fortement influencé par l'idée collectiviste. Par la suite, en 1950, dans la postface de l'idéal de l'unité humaine, Sri Aurobindo écrivait « Les systèmes déjà édifiés et qui sont connus sous ce nom ne sont pas réellement du communisme, mais les interprétations d'un socialisme d'État démesurément rigide, et le socialisme lui-même pourrait fort bien aller de l'avant, s'éloigner du sillage marxiste et trouver des méthodes moins rigides. Un socialisme coopératif, par exemple, pourrait un jour s'instaurer sans rien de la rigueur bureaucratique d'une administration coercitive ou d'un État policier. Finalement, la démocratie collectiviste, tout comme la démocratie individualiste, s'est rapidement trouvée en difficulté à cause de la disparité entre les conceptions mentales et les faits de la vie. En fait, l'exigence d'égalité, comme la soif de liberté, est d'origine individualiste. Elle n'est pas inhérente ni indispensable à l'idéal collectiviste dans son essence. La raison collective de la société a commencé par concéder le droit à la liberté. Mais en pratique, quelle qu'ait pu être la théorie, elle n'a admis l'égalité, une égalité devant la loi, une égalité politique de vote, utile mais guère efficace, que dans la mesure où elle était nécessaire pour assurer à tous une liberté raisonnable. Plus tard, quand les injustices et les irrationalités d'une liberté de concurrence sans égalité sont devenues évidentes, ainsi que l'énormité des abîmes qu'elle crée, la raison sociale a changé ses batteries et essayé d'instaurer une justice commune plus grande sur la base d'une égalité politique, économique, éducative et sociale, aussi complète que possible. Elle a travaillé au nivellement d'une base sur laquelle tous pourraient se tenir ensemble. Mais au cours de ce changement, la liberté a dû subir le même sort que l'égalité auparavant. Car la liberté ne pouvait survivre et être tolérée, du moins pendant un certain temps, que dans la mesure prudente où l'individu en compétition ne risquait pas d'occuper trop de place pour satisfaire ses ambitions personnelles et de déséquilibrer ainsi ou de mettre en danger la base égalitaire. Mais finalement, on ne peut manquer de s'apercevoir qu'une égalité artificielle ne va pas non plus sans irrationalité contraire au bien collectif, sans injustice même et violation coûteuse de la vérité de la nature. Il pourrait bien se faire que l'égalité, comme la liberté individualiste, finisse par se révéler non pas une panacée, mais un obstacle à la meilleure organisation et au meilleur contrôle de la vie par la raison et la volonté collective de la communauté.